Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Flavio Bonnet. Salut Flavio, Salut Johan, comment tu vas? ça va super et toi? Merci beaucoup pour l'invitation. Ça va nickel aussi. Écoute, ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que pour démarrer ce podcast, tu pourrais te présenter, parler un peu de ton parcours et évoquer dans quoi tu travailles actuellement? Oui, bien sûr, moi je suis kiné de formation, j'ai eu mon diplôme en 2010 à l'université de Grenoble. J'ai la particularité d'avoir fait un master en STAPS aussi, donc un master 2 qui s'appelait à l'époque Mouvement, Performance, Santé et Ingénierie, qui était à Grenoble aussi. Et j'ai eu la chance de faire mon stage de recherche au Canada, donc 6 mois dans un labo de recherche au Canada. J'avais prévu de continuer en thèse derrière et finalement j'ai monté un cabinet à Paris dans lequel je suis toujours aujourd'hui. C'est le Centre Kiné Sport Paris 5. On reçoit quasiment exclusivement du musculo-squelettique. Et moi, je vois beaucoup de coureurs, à peu près 50% de mes patients sont des coureurs. Et je vois 80% de kinés du sport, donc c'est les autres sports aussi. Et un petit peu de maux de dos aussi, sciatique et autres hernies discales. Donc voilà. Donc, tu as fait tes études de kiné et à la fin des études de kiné, tu es rentré directement en Master 2. Ouais, en fait, plus exactement, à Grenoble, on sortait avec un diplôme d'état de kiné et un master 1, puisque c'était l'une des seules écoles à l'époque qui était universitarisée et qui on avait un tronc commun avec les STAPS aussi. Donc voilà, ce qui m'a permis d'aller tout de suite en master 2, de finir en fait ma 5e année en STAPS à Grenoble. Ok, et donc du coup, après, donc, tu dis que tu montes ton cabinet de kiné, donc tu as un Oui. petit parcours d'entrepreneur aussi? Ouais, un petit peu aussi. En fait, en 2013, donc j'ai monté le cabinet, donc le Centre Kiné Sport Paris 5. Et en 2015, j'ai lancé une entreprise qui s'appelle l'agence EBP. EBP, c'est pour Evidence Based Practice. Et l'idée, c'est de faire venir en France les meilleurs chercheurs et cliniciens internationaux. Donc, on collabore maintenant avec une cinquantaine d'enseignants répartis dans 11 pays différents qui viennent en France enseigner sur différentes thématiques comme la douleur, l'épaule, les tendons, le muscle aussi avec Brad Schoenfeld, que j'imagine tu connais, qui est un chercheur à New York. Donc voilà, on fait venir tout ce beau monde-là en France et on fait aussi des parcours en ligne, des parcours de e-learning en fait, avec ces gens-là qu'on traduit en français par des professionnels de santé. Donc voilà, donc elle est en effet un peu entrepreneur. Et puis, en fait, au même moment où où on lançait l'agence avec François et Guillaume, je lançais aussi la filiale de la clinique du coureur, que tu as peut-être déjà entendu parler, j'imagine. Ouais, Donc, on bien a sûr, lancé ouais. la filiale en France euh, en 2015 et on a vraiment lancé l'entité légale en 2017. Et donc voilà, j'ai développé avec Florence Morisseau la clinique du coureur euh, jusqu'à là. Ok, donc bah, on en parlait tout à l'heure, mais tu es du coup assez spécialisé dans la course à pied. Est-ce Oui. que c'est volontaire ou alors c'est ce type de patients qui sont venus vers toi? Comment tu t'es retrouvé un peu spécialiste de cette discipline? Ouais, c'est une bonne question. En fait, moi, je cours depuis mes années STAPS. En fait, j'étais plus sport de raquette avant. En STAPS, j'ai vraiment découvert la course à pied, notamment avec un cours qu'on appelait la composante organique. Je ne sais pas si vous avez ça toujours. C'était enseigné par Daniel Mercier. Tu sais, c'est toute la théorie derrière les tests VAM-EVAL, les tests de VO2 max, ce genre de choses-là. Et moi, j'ai très vite accroché avec cette théorie-là.
Et puis la pratique aussi. Donc des lucs légers, on en a fait un paquet. Tu vois, tous ces tests-là, j'adorais la physiologie derrière. Et puis de là, je me suis mis à courir, donc autour de l'âge de 18 ans, pour le plaisir. Moi, je suis un coureur amateur, mais c'est vrai que je pourrais pas m'en passer. Tu vois, je suis obligé de courir 2 à 3 fois par semaine pour être bien. Et donc naturellement, en fait, moi, j'ai suivi donc les formations de la clinique du coureur, puis je suis devenu formateur. Donc c'est vrai que tout ça, mis à bout, et puis mis à bout, enfin, surtout avec le fait qu'il y a de plus en plus de coureurs et que c'est un sport qui donne beaucoup de blessures, quand même, ben, ça te drive beaucoup de patients au cabinet. Puis après, le bouche à oreille va très vite parmi les coureurs. Donc c'est vrai que c'est comme ça que je me suis voilà, vraiment spécialisé en course à pied depuis une petite dizaine d'années maintenant. Ok, ouais, c'est très intéressant. Donc du coup, ouais, donc tu es dans la course à pied. Tu disais 50% de tes patients étaient des coureurs. Oui. L'autre moitié, c'est différents sports ou ça reste comme Ouais, des sports ouais, différents sports, ça peut être basket, ça peut être sport de raquette, ça peut être escalade, ça peut être à peu près tout, sport de combat, sport collectif, handball, un peu de tout. Je suis aussi certains sportifs de haut niveau en téléconsultation sur une approche vraiment très très spécialisée. Par exemple, là, j'ai suivi une basketteuse professionnelle pendant quelques temps suite à une blessure qu'on voyait surtout chez les coureurs et moins au basket. Donc voilà, c'est des choses que je peux faire voilà, ponctuellement, mais un peu de tout sport. Moi, tout m'intéresse. En fait, les principes de rééducation seront les mêmes. Après, ce qui est très intéressant dans la rééducation des sportifs, c'est vraiment d'étudier la spécificité du geste sportif pour essayer d'adapter ta rééducation au mieux. Il y a cette phase un petit peu de réathlétisation qu'on partage aussi avec les prépas physiques, dans laquelle il y a un peu une zone grise où vous voyez plus l'aspect performance et nous, on voit plus probablement l'impact des contraintes mécaniques et la réintroduction du geste sportif très graduel. Et c'est vrai que tout ça se marie bien et moi, je suis étroitement en lien avec des prépas physiques aussi, que j'ai régulièrement au téléphone pour voilà, discuter un petit peu de la progression qu'on peut avoir avec certaines personnes et qu'on marie un petit peu nos langages et nos connaissances pour que l'athlète en bénéficie au mieux, en fait. Ouais, j'allais justement y venir. Tu communiques, tu arrives à communiquer facilement. Il y a pas de, comment, entre guillemets, des conflits d'intérêts. Enfin, vous arrivez à bien vous répartir les tâches entre rééducation, réathlé, prépa physique. Ouais, écoute, pour moi, je trouve ça fluide. Moi, j'adore l'échange et de toute façon, moi, je passe très vite le bébé aussi. C'est juste que des fois, dans la réintroduction, par exemple, tu vois, de la course à pied dans du sport co, il faut passer par certaines étapes que de temps en temps, les prépas ont envie d'accélérer un petit peu, mais malheureusement, dans certaines pathologies, tu as des temps incompressibles de guérison. Par exemple, une cicatrisation osseuse, une cicatrisation musculaire, tu vois, ce genre de choses-là. Il y a quand même des temps assez incompressibles et il y a une certaine gradation. Avant de réintroduire de la vitesse, par exemple, des changements de direction, de l'incertitude, il faut passer par des phases beaucoup plus light, que ce soit en termes de volume et d'intensité. Donc c'est vrai que une fois que le patient est suffisamment solide, généralement je passe le bébé au prépa et c'est vrai que moi je préfère me centrer sur la pathologie, sur les gens qui ont de la douleur, sur les gens qui ont des limitations d'amplitude, ce genre de choses-là. Et une fois que le patient a full amplitude et zéro douleur, qu'il est assez robuste sur des contraintes minimales, alors là, on peut passer le bébé sereinement, je trouve, au prépa et je trouve que ça marche très très bien. Moi, j'ai aucun problème. Tu vois, je faisais un live il n'y a pas longtemps avec Sébastien Maître, qui est préparateur physique, qui dès l'intro me Ouais, dit ah là ouais, là, je en l'ai vu, général, ouais. les kinés même pas. Alors, il y a des petits, voilà, des petites histoires et tout, mais moi, moi j'adore discuter avec tout le monde, tant que les gens ont pour intérêt principal les patients ou les athlètes et pas leur ego, moi, ça me va et je peux discuter avec tout le monde et j'adore ça, au contraire. Ouais, mais c'est bien. Mais justement, je pense que c'est intéressant d'échanger, comme tu dis, parce que les kinés, ils ont eu leur formation, ils sont plus dans l'aspect rééducation, pathologie. Les préparateurs physiques, un peu plus dans l'aspect performance. Bon, un peu, évidemment, éviter d'avoir des blessures, mais du coup, ça confronte deux points de vue. Et si l'échange, il est bien fait, bah, c'est bénéfique pour l'athlète, finalement. Clairement. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Mhm. Est-ce que dans un premier temps, par rapport aux coureurs que tu reçois en tant que patient,
Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire le type de blessure que tu retrouves le plus souvent? Ouais. Écoute, dernièrement, là, j'ai une série de périostites. Donc, la périostite, c'est vraiment l'un des trucs que je vois le plus fréquemment. Et qui dit périostite dit aussi fracture de stress, parce qu'en fait, c'est un peu un continuum. Quelqu'un qui commence à développer une douleur au niveau du tibia, en distal généralement, c'est-à-dire dans la partie basse, tiers inférieur du tibia, c'est généralement une périostite. Souvent, c'est assez mal compris, hein, la périostite. Il y a pas vraiment d'inflammation. En tout cas, après 7 à 10 jours, tu as plus vraiment de facteurs inflammatoires dans la zone. Ce qui se passe, c'est que tu as quelqu'un qui a trop couru en termes de volume ou d'intensité, et le fait de courir sollicite le solaire et le tibial postérieur, qui sont des muscles à l'arrière de la jambe, juste en avant, du mollet, et si le patient n'est ou la patiente n'est pas assez habituée à courir et à prendre des contraintes dans cette zone-là, l'insertion de ces muscles-là va créer une réaction, en fait, dans l'os et au niveau du périoste, au niveau du tibia, et ça va devenir très sensible. Et à la fois à la palpation, et souvent dans un premier temps à la palpation, généralement sur 5 centimètres, en bas de la crête postéromédiale, on dit, et si le patient insiste dessus, ça va devenir douloureux en course, et s'il insiste encore un peu plus à la marche, et s'il insiste encore un peu plus, ça peut gonfler, ça peut donner un point très, très précis sur l'os, et là, on sera alors en fracture de stress. Donc ça, c'est, voilà, des choses que je vois, très fréquemment, à des degrés divers d'ailleurs. Je me souviens d'un patient là que j'ai reçu, il y a pas longtemps, stapsien d'ailleurs. Il se reconnaîtra, sportif de haut niveau en cyclisme, hem, qui s'est mis à la course à pied. En fait, il avait fait du cyclisme dans sa jeunesse, ce qui fait qu'il a pas développé un capital musculo-tendineux et osseux, comme un coureur, et en fait, il a développé un très gros moteur, si tu veux, grâce au vélo, un super cardio, et donc il a performé très vite en course à pied. Donc il est très vite passé à haut niveau en course à pied. Le seul problème, c'est que, il avait pas les os, et les structures suffisamment solides et résilientes pour tolérer la course. Donc en fait, il s'est rapidement fait une double fracture de stress sur les 2 tibias, à tel point qu'il avait mal au repos. Donc là, quand tu vois ça en tant que kiné, c'est décharge totale pendant quelques, jours, voire quelques semaines, et ensuite recharge très graduelle avec un renforcement très spécifique, avant de repartir sur un plan d'entraînement, classique. Donc voilà, donc beaucoup de périostites, beaucoup de syndrome de bandelette iliotibiale, aussi appelé, syndrome, de l'essuie-glace, chez les coureurs de long. Je vois aussi beaucoup de tendinopathie, beaucoup de tendinopathie, que ce soit tendinopathie d'Achille ou au niveau du genou. Qu'est-ce que je vois d'autre? Beaucoup de lombalgie, des conflits de hanches aussi, chez les sports de raquettes, chez les footballeurs, ce genre de choses-là, et puis après lésions des ischio-jambiers, beaucoup, que ce soit musculaire, dans le corps du muscle, ou à l'insertion au niveau du tendon proximal. Donc ça, c'est vraiment des blessures que je vois, voilà, très fréquemment. OK, c'est super intéressant. J'aimerais juste revenir sur la périostite. J'en ai moi-même eu, en première année de STAPS, parce Oui, on faisait de l'athlé, on faisait beaucoup de haies, du coup, il y avait beaucoup, d'impact, oui. et j'ai vu une périostite et pendant un moment, ça m'embêtait quand je courais, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. J'étais allé voir un professionnel de la santé qui était beaucoup sur les fascias, et il m'avait Mmh. fait du modelage de fascia, et Ouais, en peut-être 2 jours après, j'avais plus mal du tout et c'est plus revenu. Est-ce que c'est oui. quelque chose que tu fais? Comment toi tu traites une périostite? J'aimerais bien avoir ton avis Ouais. là-dessus. Ouais, c'est hyper intéressant. Alors moi, je t'avoue que je fais pas du tout cette approche-là. Je pense que, si je veux être un peu taquin, tu as eu beaucoup de chance, probablement parce que tu es très jeune et que tu as une très forte capacité d'adaptation. Maintenant, ce qui a été fait, et je pense, potentiellement utile en phase aiguë, c'est-à-dire quand tu viens d'avoir mal. Moi, tu vois, ce genre de patient-là, j'ai, tendance à leur masser, à les masser au niveau du solaire, au niveau du tibial post, à relâcher les tissus là-dessus. Mais ça va durer 1 à 2 séances maximum, c'est-à-dire, 1 semaine ou 2. Ensuite, on va assez rapidement passer sur un programme de renforcement au niveau du solaire et du tibial post, et une progression des sauts pour que le tibia, apprenne, et se renforce
pour encaisser des contraintes. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle tu t'es fait mal en haies, c'est probablement que tu avais pas l'habitude, de faire de l'intensité à ce niveau-là, puis des sauts, répétés, et puis, de mettre du volume là-dedans et cetera. Donc il y a eu une réaction, musculo-squelettique, au niveau de ton tibia et la raison pour laquelle c'est arrivé, c'est probablement que tu étais pas assez solide à cet endroit-là et que ta progression a été trop rapide. Donc ce qui est très important pour moi, c'est un de calmer les choses avec des thérapies passives, un petit peu comme tu as fait ton thérapeute juste avant, mais ça ne représente que 10 du traitement. Le très gros, ça va être te rendre plus fort pour tolérer les contraintes et ensuite te transmettre toutes les connaissances de progression d'un point de vue de l'entraînement en termes de volume et d'intensité. Donc c'est ça qui va surtout permettre de te guérir. Après, c'est très dépendant du patient que tu as en face de toi. Si tu as un stapsien de 20 ans qui est en bonne forme, qui est plein d'hormones de croissance et qui, tu vois, il va récupérer très, très vite. Nous, on est confrontés à des populations qui peuvent être parfois différentes. Des patients avec, du surpoids, avec des comorbidités, avec, tu vois, ce genre de choses-là, des troubles du sommeil, par exemple, qui vont largement ralentir, l'adaptation, des gens. Donc, j'ai envie de te dire, c'était bien, mais ça représente qu'une faible proportion du vrai traitement, complet, si on veut, et dans l'objectif que tu ne récidives pas aussi. Parce que, tu vois, te travailler les fascias, ça va être bien, ça va moduler la douleur. Tu vas pouvoir reprendre, mais tu n'auras pas été renforcé. Tu seras pas plus solide pour tolérer. Donc la probabilité que ça revienne, elle est beaucoup plus importante. Ouais, OK, ouais, c'est intéressant parce que moi, sur le coup, j'ai l'impression que c'était un peu magique, les fascias, Ouais, tout ça. ouais. Parce qu'il me fait ça, j'ai plus mal, je peux reprendre le sport, j'étais tout content, mais c'est vrai Mmh. que finalement, il a pas agi directement sur la cause. Et du coup, ça m'amène à la prochaine question. Comment, quel conseil tu pourrais donner pour éviter justement de se faire ce type de blessure? Alors, tu veux dire en prévention primaire, c'est-à-dire tu en as jamais eu et tu veux pas en avoir ou en prévention secondaire, c'est-à-dire ne pas avoir de récidive? Ouais, là, en primaire, mais en secondaire, je pense que ça peut être aussi intéressant. S'il y a OK, des personnes qui nous écoutent qui ont déjà été blessées à ce niveau-là. ouais. Donc pour la prévention primaire sur la périostite, le plus important, c'est vraiment, la calibration de ton entraînement et notamment le temps passé à haute intensité. En course à pied de fond, on considère que une intensité importante, ça va être supérieur à 85 de ta fréquence cardiaque maximum. Et en fait, le temps passé à haute intensité, on considère, qu'il doit augmenter que de 3 de plus chaque semaine. Donc c'est vraiment très conservateur. Tu vois? Comparé au volume, où on tolérerait une augmentation de 10 du volume par semaine. Donc si tu fais 100 kilomètres par semaine, la semaine d'après, ton volume total devrait être de 110 kilomètres, si on veut vraiment limiter le risque de blessure. Ça, c'est vraiment essentiel. Ce qui est très important aussi, c'est d'introduire, par exemple, le travail en côte très graduellement ou en escalier, par exemple, qu'on voit beaucoup en stade. Tu vois? Il faudrait y aller quand même par petites touches et augmenter graduellement le nombre de séries, le nombre de répétitions, le nombre de côtes qu'on va faire, dans ces environnements-là. Pareil sur tout ce qui est, travail de gamme, corde à sauter, pareil, il faudrait quantifier, et augmenter très progressivement le temps de ces activités et l'intensité. Je me souviens par exemple une crossfiteuse, WOD de reprise à la rentrée, elle fait 250 double under. Dans le WOD, il y avait 250 double under. Elle avait rien fait l'été, elle arrive premier WOD. Bah, tu vois bien il y a beaucoup, beaucoup trop de contraintes, sur, son tibia et sur sa jambe postérieure. Donc forcément, il va y avoir une réaction, à cet endroit-là. Donc dans la prévention primaire, il faut vraiment avoir en tête des, référentiels en fait de progression de ton entraînement. D'accord? Et des fois, on n'en a pas beaucoup. Tu vois, par exemple, sur la réintroduction du dénivelé en trail, c'est très difficile de quantifier le dénivelé, hein, parce que tu es, en montagne, tu pas la valeur de toutes les côtes, tu vas pas mesurer toutes les distances et cetera. Donc, c'est un peu de l'art aussi, c'est un peu du feeling. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut le réintroduire progressivement, enfin, faut progresser de façon très, très progressive, beaucoup plus que ce que font les gens en général. Donc, voilà pour la prévention primaire. Pour la prévention secondaire, ce qui est important, là, j'ai suivi un triathlète de Nice, aussi en téléconsultation, qui, prépare l'Ironman. Hem, Ce qui est important dans la prévention secondaire, donc tu as été traité, donc si on reprend ton cas tout à l'heure, on t'a calmé la douleur, on t'a renforcé pendant plusieurs semaines, généralement au minimum de 6 pour avoir un minimum d'adaptation jusqu'à 3 mois et après moi ce que je recommande, c'est de garder une séance de renforcement
au niveau de la jambe postérieure, donc solaire, tibial poste et mollet. Et puis travaille en pliométrie aussi, au moins une séance par semaine, de façon à faire comme un vaccin en fait. Tu vois, tu vas solliciter ton système musculo-tendineux une petite fois, juste pour lui mettre une petite couche de rappel et lui dire qu'il doit rester fort et résilient dans cette zone. Donc voilà, pour la prévention secondaire, pour moi, ce que j'ai dit pour la prévention primaire vaut, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même une progression graduelle sur l'entraînement, mais il va falloir quand même rajouter du renforcement très spécifique avec aussi des tempos spécifiques, avec aussi des charges spécifiques par rapport à ça. Et tu vois, qu'est-ce qui distingue prévention primaire et secondaire? C'est que le renforcement, en tout cas en course à pied, ne va pas prévenir des pathologies primaires. Et je sais que c'est un peu contre-intuitif pour les gens de comprendre ça. Ça marche en prévention secondaire, mais pas en prévention primaire. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ouais, ça Ouais, paraît pas logique. Si, alors si je me renforce un peu avant, ouais. ça En fait, me... j'aimerais que ce soit vrai. J'aimerais te dire, la science montre que le renforcement chez les coureurs en prévention primaire, ça marche. Malheureusement, ça ne marche pas quand tu prends toutes les pathologies confondues. Après, moi, j'ai une petite théorie là-dessus. Je pense que ça réduit quand même le risque de tendinopathie, mais ça réduit pas le risque de bandelette, ça réduit pas le risque de syndrome fémoro-patellaire, ça réduit pas le risque de périostite. Par contre, on sait que ça peut aider dans le traitement. Tu vois, c'est ça que je voulais dire. Et en termes de fréquence par semaine, si, ça dépend évidemment de si le coureur il est expérimenté ou non. En général, je pense que ce type de blessure, ça arrive quand on n'a pas fait d'effort pendant un moment, quand on reprend ou quand on commence. Quelle fréquence tu recommandes et est-ce que tu recommandes une période ou combien de temps de récup entre deux séances de course à pied? Ouais, Toujours alors là, dans un but de diminuer le risque de blessure. ouais, là, je viens de retravailler un programme là, qui a été publié dans Nature Trail. Je ne sais pas si tu as vu passer, mais je te l'enverrai si tu veux transmettre à ta communauté. Pour moi, la reprise de course, suite à des périostites comme ça, par exemple, il faut laisser au moins 2 jours de récupération entre les séances. Donc, généralement, si je ne suis pas face à un athlète de haut niveau, quelqu'un lambda, on va dire, ou un coureur du dimanche, je vais commencer les 6 premières semaines avec 2 séances par semaine, avec au moins 2 jours de récupération entre les séances. Ensuite, à partir de 6 semaines, on va pouvoir passer à 3 entraînements et au moins un jour de récupération. Parce qu'en fait, comme tu le dis, en course à pied, il y a beaucoup de contraintes. Tu es environ entre 150 et 180, 190 pas par minute. Donc, tu es entre 80 sauts et 90 sauts, voire plus, sur une jambe par minute. Et à chaque appui en course à pied, tu as 2 à 3 fois ton poids du corps. Donc, les contraintes sont importantes et l'os a besoin de temps pour récupérer. Donc c'est vrai que dans les premières phases, surtout quand quelqu'un sort d'une période de décharge prolongée, dans les premières phases, ce qu'on a envie de faire, c'est de, de laisser du plus de temps en fait à l'os pour récupérer. Si tu ne laisses pas assez le temps pour récupérer, la personne, ça va aller sur la première séance, la deuxième, la troisième, mais au bout d'un moment, ça va faire un effet cumulé qui va faire que l'os va réagir. L'os ou l'insertion sur l'os. Donc, au moins 2 jours de récup entre les séances de course lors des 6 premières semaines de course, de reprise de course. Ok. Quelle importance t'accordes à l'échauffement en course à pied? J'ai l'impression qu'on voit beaucoup de personnes qui ils vont courir et on commence directement à courir parce que l'intensité, elle n'est pas forcément très élevée. Ouais. Est-ce que tu conseilles un échauffement ou pas? Ouais, en fait, ça va dépendre de la sortie. C'est-à-dire que si c'est une sortie longue, tu pourrais tout à fait commencer à trottiner lentement, puis te mettre à ta vitesse de croisière ensuite. Il n'y aurait aucun problème. Maintenant, pour les fractionnés, fractions sur piste, côtes, etc., je recommande un petit peu ce qui se fait en club en vrai, hein, c'est-à-dire 20 minutes d'échauffement à vitesse lente, une vitesse à laquelle tu peux parler quand tu cours. Des petites gammes pour réveiller le système neuromusculaire, donc montée de genoux, talons aux fesses, griffé, bondissement, puis des accélérations graduelles avant de faire ta séance. Une petite chose assez étonnante que j'ai appris sur l'entraînement de Brad Schoenfeld en musculation, lorsque tu fais de l'hypertrophie, tu veux vraiment créer de la masse musculaire, il n'y a pas de preuve aujourd'hui scientifique qui montre que t'échauffer réduit le risque de blessure et améliore tes performances. Et quand il m'a dit ça, j'ai halluciné parce que moi, je vais en salle, je fais toujours mon petit échauffement cardio, articulaire, musculaire, barre à vide, avec les charges après. Et en fait, sur des séries de 15, 12 reps, 10 reps,
bah, en fait, tu commences barre à vide, tu charges un petit peu, tu fais entre 20 et 15 reps, puis après tu fais tes séries. Et en fait, la science montre que tu n'as pas plus de risque de blessure, tu n'as pas une augmentation des performances. Et au contraire, l'avantage, c'est que tu gagnes du temps sur ton entraînement. Donc voilà, moi je sais que j'aime pas trop, tu vois, ça va dépendre aussi beaucoup de la saison. Tu vois, en hiver, j'aime pas trop commencer à pousser ou à tirer des trucs alors que tu sors de dehors qui fait froid. Mais après, tu vois, quand on s'en remet aux preuves vraiment, c'est vraiment pas très solide l'entraînement muscu pour l'hypertrophie. Maintenant, sur tout ce qui est force, moi, je recommande quand même à tout le monde de s'échauffer. Tu vois, tout ce qui va être voilà, très en vitesse ou très en force, pour moi, l'échauffement est nécessaire. Ouais, 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 je te rejoins là-dessus, mais c'est vrai que c'est étonnant. Mais il y a un autre aspect aussi que je trouve intéressant pour l'échauffement, bon, du coup, plus en muscu, mais c'est aussi que ça améliore un peu la coordination. J'ai l'impression que des fois, tu commences un exercice, tu sens tes coordonnées un peu moyens, ça dépend du type d'exercice. Oui, Et plus tu montes et plus ah, c'est bon, là, je commence à être plus stable, mieux coordonné. Mais c'est vrai que ça ouais, m'étonne quand même de savoir qu'il y a pas vraiment de corrélation avec le risque de blessure. ouais, c'est assez fou, hein. Mais ouais, probablement que cet aspect coordination, je ne saurais pas te répondre scientifiquement, mais probablement. Ouais. En tout cas, moi, je le ressens un petit peu comme ça. Puis j'aime bien transpirer un petit peu, tu vois, avant de pousser. Généralement, 8-10 minutes sont suffisantes pour moi pour commencer à transpirer euh, et donc me sentir à peu près prêt à faire une séance. Ouais, se sentir chaud et puis il y a aussi l'aspect psychologique, on aime bien se sentir prêt, se mettre aussi dans la séance mentalement, je pense ça fait partie aussi de l'échauffement. Ouais. J'aimerais évoquer un autre sujet qui est un peu controversé, ce sont les étirements. On voit beaucoup et je pense que c'est un peu ancré dans les esprits que soit avant, soit après les séances, je m'étire. Maintenant, c'est un peu, on voit moins de choses, on voit plus étirement dynamique ou étirement au repos. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que ça peut aider à diminuer le risque de blessure, améliorer éventuellement les performances? J'aimerais un peu savoir ce que tu penses de Mm. ce sujet. Ouais. Alors scientifiquement, ce qu'on sait sur les étirements, c'est que les étirements longs et prolongés, généralement maintenus 60 secondes ou plus, ne sont pas recommandés sur tout ce qui est activité de force-vitesse. D'accord? Par exemple, il y a une revue thématique de Robert Bertz, un Australien, qui montre que s'étirer les mollets avant des activités de sprint augmente le risque de lésion. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on désensibilise un petit peu le muscle, on le met dans des positions extrêmes et ça altère un petit peu la commande neuromotrice et probablement qu'on augmente le risque de lésion musculaire lorsque tu fais un étirement prolongé. Maintenant, il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment d'effet si l'étirement soit très court. Et on voit maintenant beaucoup les étirements activo-dynamiques arriver, donc étirer puis activer limite en gamme après pour réveiller vraiment le système neuromusculaire. Il y a peu de preuves par rapport à ça. Maintenant, sur le concept, moi, je trouve ça assez intéressant. Ce qui est important, je pense, côté étirement, premièrement, c'est très dépendant de l'activité de la personne. On n'imaginerait pas une gymnaste ne pas s'étirer avant sa représentation, par exemple. Et tu vois, moi, je pense qu'il faut quand même aller explorer des amplitudes dans lesquelles tu peux te retrouver. Tu vois, par exemple, des rugbyman qui viennent gratter un ballon, qui sont complètement pliés en deux sur leurs ischios. S'ils ne sont pas allés chercher l'amplitude maximale un petit peu avant à l'échauffement, moi, je pense que c'est risqué. Pareil pour des footballeurs qui peuvent lever la jambe très haut pour aller chercher des frappes, des reprises de volée, quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est quand même assez important. Maintenant, est-ce que l'étirement doit être extrêmement prolongé? Je suis pas convaincu de ça. Donc voilà, les preuves ont tendance à nous dire que sur des activités sport de force-vitesse, ça peut augmenter le risque de lésion. Maintenant, si c'est fait juste avant de dormir, moi je le recommande par exemple pour favoriser l'endormissement. Tu vois, si tu as un patient qui a des troubles du sommeil, le sommeil étant un des facteurs numéro un de la performance, si une petite routine d'étirement prolongée avant de s'endormir permet de favoriser l'endormissement, pour moi, je trouve que c'est un outil hyper intéressant qui ne sera pas délétère ou dangereux pour les athlètes. D'accord? Ça, c'est vraiment un petit peu ma réflexion par rapport à ça. Et moi, personnellement, j'aime bien me sentir quand même souple, tu vois, surtout quand tu commences à prendre de l'âge, toi, tu es encore jeune, mais je trouve que se sentir mobile, tu vois, pouvoir toucher ses pieds, tu vois, quand tu demandes à un patient de se pencher en avant, tu vois, si tu t'arrêtes avec les mains aux genoux, ça la fout mal, tu vois. Donc moi, j'essaie quand même d'entretenir un petit peu ma flexibilité et quand même de, voilà,
pouvoir démontrer que voilà, je suis à peu près mobile et à peu près souple. Et puis je trouve que pour la qualité de vie et la qualité de, voilà, de mouvement, je trouve que c'est quand même assez cool. Ok, je te rejoins complètement sur les étirements plutôt activo-dynamiques avant les séances, plutôt en échauffement. C'est ce que je fais, c'est ce que je recommande aussi aux autres. Est-ce que c'est important d'être souple pour un coureur et versus pour un sprinter? Est-ce que les Ouais. deux ont besoin d'être souples? Parce qu'on a besoin aussi un peu de raideur musculaire. Donc, j'aimerais Ouais. avoir ton avis là-dessus. Ouais, c'est hyper intéressant. Écoute, quand tu regardes objectivement, hein, les angles nécessaires, la disponibilité de mouvement que tu dois avoir en course de fond, c'est très il y a très peu d'articulations, en fait, qui ont besoin d'être très mobiles ou de muscles qui ont besoin d'être très souples. La seule quasiment amplitude dont on a besoin, et ça va être très dépendant de ton niveau, c'est de l'extension de hanche. C'est d'être capable de porter la hanche en extension parce que quand tu es à haute vitesse, tu as besoin d'extension de hanche. Mais tu vois, on n'a pas besoin d'une grosse flexion de hanche, on n'a pas besoin de grosse flexion de genoux, de cheville. En vrai, en course à pied, tu as que l'extension de hanche qui serait vraiment à travailler. Et par rapport à ta question, bon, il y a une très grande variabilité interindividuelle dans la flexibilité des coureurs. Mais quand on regarde globalement, les patients qu'on voit les meilleurs, que ce soit en course à pied ou en sport co aussi, les plus rapides, sont souvent les plus raides. Maintenant, encore une fois, tu sais, c'est la courbe de Gauss, hein, c'est la courbe de la moyenne. Tu peux avoir des gens très bons, extrêmement souples, c'est juste que ce sera très rare. Moi, je trouve que les gens qui performent le mieux sont plutôt raides. Mais voilà, donc en course à pied, tu as pas besoin d'être très souple, sauf probablement pour l'extension de hanche. Et est-ce que être souple, ça diminue ou ça diminuerait le risque de blessure? Alors non, ça, on sait que, le fait d'être souple ne change rien du tout au risque de blessure. Ça, je trouve, c'est encore pas mal ancré dans les esprits. Moi, quand je parle avec certains entraîneurs, ils me Mmh. disent, ouais, il faudrait faire des étirements avec les sportifs. Voilà, faut qu'elle évite de se blesser ou ce genre de choses. Ouais. Donc, Ouais, encore une fois, ça peut se comprendre dans certaines activités. Tu vois, si tu as un entraîneur de gym qui nous écoute, il va se tirer les cheveux, tu vois? Mais, pour ce qui est de la course à pied, pas de lien. Ouais. ok. Autre petit sujet, comment tu abordes, quelle approche tu as avec la douleur quand tu es en rééducation avec un patient? Ouais. Question assez large, comment tu l'abordes la douleur? Ouais, alors la douleur, ce qui est hyper important, de savoir, c'est que c'est vraiment un truc très complexe qui est affecté par différents, facteurs, comme, tes croyances, comme, la peur de te blesser, le fait d'avoir déjà eu un antécédent dans la zone. C'est affecté par le sommeil, c'est affecté par, plein de choses. Donc ce qui est très important, je pense pour ton audience et pour tout le monde, c'est de bien comprendre que la douleur n'est pas seulement liée à la structure, d'accord? C'est pas lié au tendon, que c'est pas lié que aux muscles. La douleur est une interprétation du système nerveux central qui est influencée par différents facteurs. Donc, souvent avec les athlètes, je vais aller explorer beaucoup de choses. Bien entendu, la structure en tant que telle, donc on va l'examiner, on va la palper, on va l'étirer, on va la contracter, pour voir, qu'est-ce qui fait mal. Mais tout ça va être examiné dans un contexte de: est-ce que mon athlète dort bien? Est-ce qu'il mange bien? Comment ça va dans sa vie pro, dans sa vie perso? Tu vois, si c'est un athlète professionnel, il va y avoir la relation avec le staff, que ce soit avec, le médecin de l'équipe, que ce soit avec l'entraîneur, que ce soit avec le prépa. On va aller examiner toutes ces relations-là qui peuvent largement contribuer à ce qu'on appelle l'expérience douloureuse. Parce que c'est un tout, et si tu comprends pas le contexte dans lequel la personne s'est blessée, il va te manquer. C'est comme si tu avais un puzzle et que tu avais qu'une seule pièce, tu vois. Ça veut pas dire que, tu vois, par exemple, si la personne a un stress particulier ou une mauvaise relation dans l'équipe ou et cetera, que ça va causer la douleur. C'est juste, en fait, de comprendre que ça fait partie du contexte. Et ça change quand même beaucoup de choses dans ton approche avec les gens, dans les questions que tu vas poser, ce sur quoi tu vas mettre l'emphase, et ça va aussi éventuellement affecter le pronostic. C'est-à-dire le temps de récupération, le temps de retour sur le terrain, que va avoir, ton athlète. Donc, l'approche de la douleur pour moi, voilà,
elle passe par un interrogatoire, on dit en kiné, par des questions que tu poses à l'athlète de façon très approfondie. Ça passe aussi par une mise en relation avec les examens paracliniques, donc tout ce qui va être IRM, radio, scanner, etc., pour voir quelle est l'étendue des lésions par rapport à la douleur. Et des fois, il n'y a pas de corrélation. Des fois, tu as une personne qui a une grosse lésion, grade 3, et qui a peu de douleur, tu vois. Et inversement, des fois, tu as des gens qui ont grade 1, l'IRM revient quasiment normal, et la personne a une très grosse douleur. La question, nous, qu'on doit se poser, c'est pourquoi il y a une telle différence, tu vois, sur ce genre d'incohérences, on pourrait presque dire là, qui ne sont pas vraiment des incohérences, ce sont juste des variabilités entre les gens, qui sont aussi voilà, liées au fait que la douleur est affectée, ta perception de la douleur, c'est quelque chose de très subjectif, et c'est affecté vraiment par différents facteurs. Ensuite, quand tu es face à quelqu'un qui a mal, bah, la plupart du temps, donc on utilise le protocole Peace and Love, donc on protège, on met une contention, on élève. Tu vois, ça peut être évidemment une orthèse pour limiter le mouvement. Quand tu t'es endommagé un ligament, tu veux garder ce ligament dans des amplitudes où on ne vient pas lui tirer dessus, sinon ton patient va avoir très mal. Donc tu vas mettre une orthèse. Et puis, quand la personne elle a vraiment mal à l'appui, bah là, à ce moment-là, c'est les béquilles pour diminuer la douleur. Tu peux avoir la glace aussi, mais dans les 2-3 premiers jours. Après, il semblerait que ce soit plutôt délétère aux adaptations. Il n'y a pas vraiment de grosses preuves aujourd'hui qui montrent que la glace en aigu te permet de vraiment aider. Il y a même des preuves plutôt inverses qui nous montrent qu'après quelques jours, ça a tendance à ralentir les adaptations cellulaires. Presque à l'inverse, mais ça n'a rien à voir avec la douleur, mais les bains chauds post-entraînement pour hypertrophie, c'est une étude de Brad Schoenfeld aussi, ont montré que c'était plutôt bénéfique pour les adaptations et pour la croissance musculaire. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être remises en question actuellement. Ouais, c'est intéressant les bains chauds. Moi, j'avais vu surtout que les bains froids, ça limitait un peu l'avalanche de réponses physiologiques et Oui, donc les adaptations par la suite. oui, Mais je crois que j'avais encore jamais entendu que les bains chauds pouvaient favoriser l'hypertrophie. Très ouais, intéressant. ouais. Donc, si tu veux, je t'enverrai l'article aussi. C'est sorti il n'y a pas très très longtemps. D'ailleurs, le protocole est assez intéressant. Il est bien écrit dans le papier, donc c'est chouette. Ah ouais, ça pourrait m'intéresser. Euh, quand tu es en partie, quand tu es en rééducation plutôt sur une partie de renforcement musculaire, Ouais. je pense que ça t'est déjà arrivé du coup qu'un patient ait une douleur. Comment tu la gères sur le moment quand il a mal pendant un Oui, exercice de renfort qui n'est oui. pas spécialement censé lui faire mal? Ouais, alors c'est une très bonne question. Alors, premièrement, quand tu as quelqu'un qui vient de se faire mal, donc il a mal depuis moins de, on va dire, 6 semaines, on appelle ça le stade subaigu, ou depuis quelques jours, on appelle ça le stade aigu. Nous, on veut pas de douleur. Tu vois, si ton patient a de la douleur, c'est que ton exercice, soit il est trop tôt, il est prescrit trop tôt, soit il est mal dosé, soit il n'est pas dans la bonne amplitude, soit il n'est pas exécuté à la bonne vitesse. D'accord? Donc, si mon patient il est en stade aigu, qu'il a mal, on stoppe tout, c'est pas le bon truc, je me suis foiré, c'est pas bon, tu vois. Maintenant, en fait, ce qui est très délicat en kinésithérapie, c'est que chez des gens qui ont mal depuis plus de 3 mois, on considère qu'ils sont en stade persistant ou chronique. Et chez ces patients-là, nous, ce qui est important, c'est parfois d'aller chercher un petit peu la douleur pendant l'exercice, mais il ne faut pas que la douleur persiste après ni le lendemain. Et là, tu vois, sur notre côté, là, c'est extrêmement difficile de prescrire ce genre d'exercice parce qu'il faut trouver le bon dosage, la bonne charge, le bon volume, etc. pour juste venir toucher la douleur pendant, pas être pire après et pas être pire le lendemain. Et c'est ça le bon dosage. Donc, tu vois, par rapport à ta question, si tu veux, nous, des fois, on vient chercher la douleur pour des raisons spécifiques chez des patients qui sont en stade chronique ou persistant. Maintenant, si mon patient a mal en stade aigu, encore une fois, c'est pas bon. Il faut plus revenir sur un aspect de soin, tu vois, du passif, du massage, du traitement, ce que tu disais tout à l'heure, ou tu vois, ce genre de choses-là. Voilà par rapport à la douleur. Je sais pas si je réponds bien à ta Ok. question. Si, si, si. Si, bon, après, je sais pas s'il y a une vérité absolue, je pense pas, mais en tout cas, ton point de vue est très intéressant. Je voulais un peu me pencher sur le jeune public chez les ados qui ont des maladies de croissance, Osgood, sévères, etc. Mhm. Et je sais que moi, je suis confronté à ça de temps en temps. Ouais. Et des fois, ils ont mal, des fois, ils ont pas mal, des fois, ils commencent leur séance, ils n'ont pas de douleur, et à un moment, ils commencent à avoir des petites douleurs. Qu'est-ce que tu conseillerais pour ce public-là de continuer, même si c'est une petite douleur, ou alors de stopper pour Ouais. ne pas aggraver si ça aggrave?
Ouais, c'est hyper intéressant. Moi, je peux t'en parler d'autant plus que j'en avais eu un quand j'étais jeune, de ce good. Alors, c'est pas évident parce qu'on est face à quoi? On est face à une apophysite de croissance. C'est une sorte de tendinite sur l'insertion, en l'occurrence de ce good, du tendon patellaire, donc juste devant le genou. Ça fait mal et le seul truc, c'est que ça arrive chez généralement des sportifs de bon niveau qui s'entraînent beaucoup, qui tirent beaucoup, sur cette zone-là. Donc ça va être des basketteurs, ça va être, pareil des sauteurs, des sports de raquettes, voilà, beaucoup de sports co et c'est très difficile à gérer. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter la douleur. Si tu te rentres dedans, si tu continues à augmenter le volume, l'intensité, à t'entraîner et cetera, ça va devenir de plus en plus douloureux. Parfois, ça peut même déformer le devant du genou, ça va te faire une bosse pour plus tard et dans de très rares cas, quand il y a ce qu'on appelle un diastasis de plusieurs millimètres, c'est-à-dire un écart assez important dans ton cartilage de croissance, ça peut s'arracher. D'accord? Tu peux faire une avulsion de la zone. On a vu ça, nous, chez une escrimeuse au niveau de l'insertion du tendon des ischio-jambiers. Ça arrive rarement au niveau patellaire, mais ça peut quand même. Donc voilà, il faut faire quand même attention. C'est super rare, mais voilà. Moi, je ne recommande pas aux gens de forcer sur la douleur. Ça va être juste de pire en pire. Il faut essayer de prendre un peu plus de temps de repos. Il faut essayer de soigner sa récupération. Tu vois, mais malheureusement, il n'y a pas trop d'autres solutions que de quantifier le stress mécanique dans la zone. Donc, est-ce que un échauffement spécifique sur cette zone, sur le genou, avec je sais pas, 10 minutes en début de séance, avec des exercices articulaires, musculaires très légers, où il n'y a pas de douleur, est-ce que ça pourrait aider à diminuer le risque de douleur si le stade n'est pas trop avancé? Ouais, j'aimerais te dire oui. Je suis pas très convaincu. J'ai pas d'article scientifique pour te dire quoi que ce soit par rapport à ça. Je crois pas. Probablement que du vélo serait le plus adapté, tu vois, pour s'échauffer, mais sans mettre trop de contraintes sur la structure, tout en échauffant le cardio et en peut-être désensibilisant un petit peu le genou. Mais malheureusement, je pense pas que ça recule vraiment l'apparition de la douleur. Ok. Bon, après, ouais, c'est toujours un cas compliqué, comme tu l'as dit. Super compliqué. J'aimerais reparler un peu de rééducation. Est-ce que tu pourrais parler un peu d'une approche assez générale de la rééducation et des différentes étapes euh, que tu peux suivre en rééducation et montrer un peu s'il y a alors je veux cracher sur personne, mais s'il y a des mauvaises approches, si par exemple un patient est confronté à un kiné et le kiné lui fait faire un seul truc, par exemple que des massages tout le temps, alors Ouais. que toi, par exemple, tu conseillerais, ouais, massage, puis on va aller basculer vers ce type de travail, etc. Ouais. Question assez large, mais manière dont tu fonctionnes finalement. Ouais, 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 bien sûr. Et puis après, c'est pas pour dire que, tu vois, on est meilleur qu'un autre ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a quand même un cadre aujourd'hui qui est assez bien défini, tu vois, en rééducation sportive. Après, l'emballage peut varier, tu vois, c'est ça le truc. C'est que en pratique sportive, quand tu as quelqu'un qui vient de se faire mal, il faut le coucouner, il faut le massouiller, il faut calmer les choses, mettre les tendons, les muscles en position courte, tu vois, reposer la structure, la laisser récupérer. D'accord? La question, c'est combien de temps tu fais ça avec un athlète? Évidemment, ça va dépendre du stade de la lésion, etc. Mais généralement, tu vois, moi, chez les coureurs, ça va être une semaine ou deux de décharge, tu vois, de soins, de choses comme ça. Après, généralement, il faut recharger. Donc, après, il y a différentes approches. Soit la personne, elle a vraiment un déficit, une pathologie chronique, etc. Et là, ça va nécessiter un programme de renforcement. Donc, généralement, ce qui est de plus en plus courant aujourd'hui, c'est le protocole HSR. Je ne sais pas si tu connais. C'est en fait un protocole qui te permet de renforcer des structures tendineuses, par exemple, où on commence par des séries qui ressemblent à ce qu'on appellerait en STAPS de l'endurance de force et on va graduellement, au fur et à mesure des semaines, se diriger vers des séances de force. Donc, tu vois, tu vas commencer par exemple avec 3 exos de 15 RM et 3 séries par exercice. Et tu vas te diriger vers, pareil, ces 3 mêmes exercices, 4 séries de 8 RM, par exemple. Tu vois, tu vas te diriger comme ça sur plusieurs semaines vers de la force. Et donc, ça va permettre de faire une rééducation en fonction de la douleur
donc calibré sur la tolérance du patient, qui va nous permettre de rendre les patients plus forts et plus résilients, tu vois? Et après, il y aura la réintroduction spécifique du sport, avec différents paramètres qu'on va venir manipuler pour pas réirriter le patient. Donc pour moi, tu vois, c'est ça un petit peu la phase, c'est d'abord soin, ensuite souvent isométrique sur, en tout cas, les pathologies tendineuses, concentrique, excentrique, lent et lourd, excentrique lourd parfois, par exemple avec le Nordic hamstrings pour les ischio-jambiers, et ensuite une phase pliométrique, donc là où on va réintroduire de la vitesse, et ensuite une phase spécifique. La phase spécifique d'ailleurs peut arriver un petit peu avant, mais à vitesse lente. Par exemple, ça pourrait être réintroduction de sauts très souples, très light, avec des sports co, et se diriger vers des sauts de plus en plus raides et de plus en plus importants et très spécifiques à la pratique sportive. Et ça va être aussi en fin de rééducation les changements d'appui, les codes, là, les change of direction chez les sportifs de sport co, foot, etc. Donc voilà, ça pour moi, c'est le cadre global d'une rééducation sportive moderne, on va dire. C'est sûr aujourd'hui que si tu as un sportif, tu ne peux pas faire que des thérapies passives comme du massage, du TENS, des ultrasons, etc. Pourquoi? Parce que si tu vois ton patient pendant 3, 4 semaines, que tu lui as fait que ça et que lui ne s'est pas bougé à côté, en vrai, en 4 semaines, il s'est démusclé. Il a perdu de la force, il a perdu de la myotrophie. Ça, on le sait, c'est documenté. Il y a une étude dernièrement qui montrait là et qui est sortie, qui montrait que bon, c'est sur de l'hospitalisation et sur un alitement. Donc c'est pas enfin comment dire? C'est beaucoup plus agressif que quelqu'un qui viendrait juste te voir et cetera. Mais en faisant massage chaud TENS, par exemple, pendant 1 mois et que ton patient est sédentaire à côté, bah, franchement, pour moi, on n'est pas loin de l'alitement, tu vois? Ton patient, il va être beaucoup plus faible à 4 semaines. Il aura d'abord perdu en force et en amyotrophie qui va suivre. Donc, derrière, tu as forcément en rééducation un travail de, construction musculaire qui est à refaire, un travail de masse musculaire, puis de force, puis de vitesse, tu vois? Et de puissance. Donc voilà, pour moi, c'est ces étapes-là, qui sont, voilà, graduées, qui prennent du temps, qui prennent, voilà, des prescriptions d'exercices. Ça t'empêche pas, hein, de pouvoir faire des thérapies à côté, hein. Tu vois, de pouvoir faire, des thérapies passives et d'autres choses, mais tout est une question de proportion. Si 95 du traitement, c'est du passif et de la relax et de la détente, je pense pas que c'est adapté pour une rééducation sportive. Maintenant, si tu as 95 de bonnes prescriptions, tu vois, changement d'exercice, variabilité, manipulation des paramètres, répétition, série, amplitude, vitesse, charge, tempo, tu vois? Là, je pense qu'on est juste, tu vois? Et si tu as 5 de passif pour, voilà, avoir, une bonne alliance thérapeutique avec ton patient, lui faire du bien, avoir, voilà, sa confiance et cetera, bah, moi, je trouve ça bien adapté, tu vois? OK. Ouais, tu as bien décrit les différentes étapes et le cadre, général qui évidemment reste général et ça se spécifie en fonction des athlètes, des blessures et cetera. Mais du coup, si jamais il y a faudrait pas que les athlètes, s'attendent à avoir, que des thérapies, passives comme tu l'as dit, des massages, l'application de chaux et si jamais d'ailleurs un kiné fait ça pour une rééducation sportive, enfin s'il fait que ça serait finalement incomplet. Il aurait fait qu'un certain pourcentage de ce qui est conseillé actuellement. Bien sûr. Est-ce que tu utilises des nouvelles technologies en kiné? Est-ce que tu as accès à alors je pense aux plateformes de force ou à d'autres outils? Ouais. Ou alors tu es avec des outils, on va dire, des outils enfin classiques? Bah, je pense que oui, après tous les outils de renfort, je pense, mais niveau Ouais. nouvelles technologies. Ouais, ouais, bien sûr. Alors nous, on a voilà tout un plateau technique, assez bien équipé. Alors c'est pas une salle de sport, non plus, puisqu'on est en rééducation, mais on est quand même, voilà, très équipé avec du matos, de base, donc rack à squat, leg curl, leg extension, poulie haute, poulie basse, espalier, tapis de course, vélo, rameur, voilà ce genre de choses-là. Maintenant en termes de technologie, je t'avoue que c'est marrant que tu me poses la question parce que j'ai reçu les 2 grands acteurs, des dynamomètres électroniques et des plateformes de force au cabinet et je suis en plein benchmark pour savoir sur lequel on va partir. Ils sont pas beaucoup, hein, en tout cas en rééducation. Et je t'avoue qu'ils ont tous les deux leurs avantages et leurs inconvénients et j'ai du mal à me décider. Donc il va falloir qu'on réfléchisse avec l'équipe à ce sur quoi on va partir. Mais en effet, moi je pense que c'est très intéressant. Les plateformes de force sur la rééducation des croisés
va être vraiment, je pense, essentiel. Le dynamomètre électronique, dynamomètre de force au niveau de l'épaule, moi, je suis très, très convaincu et c'est un gros manque qu'on a actuellement. Maintenant, j'ai quand même de la réserve sur l'évaluation de la force des membres inf, bien qu'ils aient un truc que tu puisses attacher, par exemple, à une table de soin, tu vois, qui te permet d'évaluer la force isométrique au niveau des muscles de la cuisse, par exemple. Donc, c'est bien. Le summum, bien sûr, c'est l'isocinétisme, les machines isocinétiques, mais ça coûte très cher. Il faut voilà, passer du temps là-dessus. Moi, c'est pas mon truc. Je préfère référer à des cabinets que je connais pour faire ça. Il y en a plein à Paris. J'en ai deux qui sont très proches du cabinet, l'équipe et puis le centre santé sport. Il y a aussi Kinebo ici à Paris qui fait ça. Donc voilà, moi je réfère vers ces gens-là qui font l'expertise là-dedans et le temps pour le faire et l'envie. Maintenant, voilà, il y a pas mal de choses que nous on fait, par exemple sur l'analyse sur tapis. Il y a des outils qui existent qui s'appellent par exemple Kinovea ou Dartfish qui te permettent de faire des analyses cinématiques au niveau des coureurs. Moi, je regarde beaucoup en fait les Strava, donc c'est quelque part un outil connecté avec la montre qui te permet d'avoir le dénivelé, la cadence des coureurs, qui est un paramètre extrêmement important de la bioméca des coureurs. J'ai de plus en plus de patients qui traquent leur sommeil. Ça m'arrive parfois de checker un peu tu vois, les datas au niveau sommeil. Des gens qui ont des bagues connectées aussi maintenant, des montres connectées qui permettent d'évaluer ça. Et c'est vrai que, comme je te disais, pour moi, le sommeil, c'est vraiment un des paramètres essentiels, notamment dans la gestion de la douleur et puis de la récupération des athlètes. Donc, c'est quelque chose que, voilà, dès qu'il y a de la donnée, je vais m'y intéresser. Après, tu as le cardiofréquence-mètre un peu plus classique. Tu as aussi des semelles connectées qui peuvent être intéressants pour voir la répartition des forces, etc. Donc, voilà, il y a un petit peu tout ça qui existe aujourd'hui. Il faut faire attention à la fiabilité quand même de ces outils parce que des fois on se gargarise d'utiliser des outils qui en fait sont pas fiables. Donc tu vois, c'est un petit peu dommage. Voilà, moi je suis comme je te disais, on est en réflexion là sur un dynamomètre électronique et plateforme de force. Et puis après tout ce qui est outils de tracking, que ce soit tracking en course à pied, ce qui est chouette, c'est que tu peux vite traquer tout ça, donc c'est très bien. Et puis le sommeil aussi qui est hyper essentiel à traquer selon moi. Après, moi, je pense qu'il faut quand même être solide sur les basiques, tu vois, avoir une très bonne relation avec les patients et pas avoir le nez dans les outils, tu vois, être d'abord focus sur ton patient avant d'être focus sur les outils. Ça, c'est essentiel. Et puis utiliser la donnée comme un guide, tu vois, et non pas comme un truc voilà, à respecter à la lettre. Il faut quand même avoir une appréciation globale du patient, quoi. Ok, très, très intéressant. Tu as pesé un peu les pour et les contre. Est-ce Ouais. que tu penses qu'à terme, pour les kinés et pour les kinés qui ont affaire à des sportifs, est-ce que tu penses qu'à terme, les nouvelles technologies vont devenir indispensables? Ouais, je pense au moins dans le sport de haut niveau, je pense que c'est ce qui va faire la différence, ouais, entre autres. Tu vois, le fait de traquer toutes ces données-là, voilà, tu vois, on le voit, hein, déjà beaucoup, hein, dans le rugby, tu vois? Moi, j'aime bien, j'aime bien Fabien Galtier qui est quand même, hyper, je pense, en avance sur, les données. Tu vois? Sur, le fait d'analyser toutes les données d'un match, le fait de repérer là, ils ont mis un truc en place, hein, je crois, sur les concussions, là, comment on dit, les traumas crâniens. Euh, Merde, j'ai plus le mot en tête, les commotions, merci, les commotions Ouais, les cérébrales. commotions. Ils ont mis en place des données là qui montrent voilà, des signes d'appel, tu vois. Donc ça peut être hyper intéressant pour protéger les joueurs. Je crois que c'est dans Protège-Dents d'ailleurs, je crois. Il y a eu un truc comme ça. Je n'ai pas tout suivi, mais hyper intéressant. Ouais, moi je pense que tu vois clairement les données vont nous guider et c'est pour ça que je pense qu'il y a plein de records qui vont être battus aussi. Je pense qu'aussi tu vois une meilleure planification, des meilleurs dosages, une meilleure appréciation du ressenti, de la récupération, une meilleure appréciation du sommeil, tu vois, tout ça combiné, en fait, ça va nous faire des sortes de dashboard, tu vois, où tu auras toutes tes données et tu vas pouvoir voir, prendre des décisions un peu plus orientées, prendre de meilleures décisions parce qu'elles seront basées sur des données vraiment objectives, mais il faudra quand même garder le jugement et le recul, tu vois, derrière. Ça ne pourra pas être, tu vois, un algorithme qui va te dire
tu vois, il va falloir quand même beaucoup discuter avec les gens, voir leur perception. Tu vois, moi, ça m'arrive, tu vois, en course à pied, tu le vois très bien. Des fois, t'es pas en forme, tu as le cardio qui est très haut sur une petite intensité, t'as pas de bonnes sensations et tout. Et puis des fois, tu sais pas pourquoi, tout roule, tu es hyper frais, tu es hyper bien, tu vois, et tu peux avoir des données qui sont pas corrélées, tu vois. Donc voilà, il faut quand même, ça va nous aider à prendre de meilleures décisions, mais il faut pas que ce soit un outil pour prendre les décisions. Voilà ce Ouais, que j'ai à finalement, dire par rapport à ça. ça reste un outil qui va nous donner des données. Faut les relativiser après par rapport au contexte et pas se fier uniquement à ça finalement, Exactement. comme tu l'as dit. Exactement. Et puis C'est un je peu pense qu'à comme. terme, tu vois, parce qu'à terme, on aura tous ces données. Tu vois, tout le monde pourra avoir la donnée. La différence entre quelqu'un, entre deux personnes, entre deux coachs, entre deux kinés, entre deux, etc., ça va être toi, ta compréhension de l'humain profonde, tu vois, ça va être ton intuition, ça va être ton expérience, ça va être un peu de chance aussi, tu vois, ça va être un peu le hasard, ça va être, tu vois, beaucoup de choses, tu vois. Il y a plein de choses qu'on ne pourra pas mesurer. Euh, et qui rentreront quand même dans l'équation. Ouais, ça me fait un peu penser aux tests qu'on peut faire en préparation physique. Les résultats des tests, c'est bien, mais ça veut pas tout dire. Il faut savoir les interpréter, les relativiser et voir tout le contexte qu'il y avait autour plutôt que de dire, ah tiens, là, il a progressé, là, il a pas régressé, il a pas progressé. Donc, ouais, ça me fait penser un peu à ça aussi. Yes. Enfin, selon toi, qu'est-ce qu'un bon kiné? Qu'est-ce qu'un bon kiné? Alors ça, Qu'est-ce qu'un j'avais bon kiné? répondu à quelqu'un qui m'avait dit ça, qui m'avait demandé ça un jour. Écoute, pour moi, c'est quelqu'un qui a une très bonne maîtrise du diagnostic et de la prescription d'exercices, tout en ayant voilà, des skills manuels et être capable voilà, d'avoir une très bonne connaissance du corps, tout en ayant une grande empathie. C'est très important l'empathie, la patience, l'écoute. Et puis un côté un petit peu motivationnel aussi, tu vois. Un kiné, si tu vas le voir et qu'il est là, ouais, comment ça va aujourd'hui? Tu vois, il faut de la pêche, il faut le smile, il faut de l'énergie, tu vois, il faut emmener les gens vers, tu vois, les mettre sur des rails et pour qu'ils puissent aller de l'avant, tu vois. Qu'ils soient aussi contents de te retrouver. C'est aussi, je préciserai pour ton audience aussi, parfois le kiné a un rôle de confident chez les sportifs. Pourquoi? Parce qu'on a un rôle qui est très particulier. Tu vois, le prépa va être sur la performance, le coach encore plus, tu vois, vraiment en mode tu vois, résultat, etc. Le médecin, ils ont généralement peu de liens, ils ont peu de temps, etc. Donc au final, qui est-ce qui est le plus en contact et qui a le potentiel d'être confident, d'avoir les petits, tu vois, les petits messages que personne n'a en fait? Bah, c'est souvent le kiné. Tu vois, c'est même pas les proches, la famille, tu vois, c'est quelqu'un d'un peu neutre, un peu, tu vois, à la jonction de tout ça. Et donc, voilà, j'ai envie de te dire, c'est un peu tout ça, un kiné, donc des skills à la fois techniques, à la fois humaines, euh, et, euh, et voilà, beaucoup d'empathie et un aspect motivationnel. Voilà. Est-ce que tu aurais une expérience à nous partager que tu aurais pu vivre avec un patient, une expérience ou quelque chose de positif en est sorti par la suite? Ouais, alors j'ai envie de te dire positif non, mais on a eu une belle expérience. Je fais rarement des prépas, je le fais vraiment dans un cadre très spécifique, chez un cas, tu vois, qui va être très spécifique, je vais t'expliquer juste après, et vraiment qui va m'intéresser, dans lequel je vais m'engager. Je prends vraiment très peu de personnes en prépa ou en accompagnement comme ça, mais c'est vrai que puisque j'ai ce background-là, avec le Master Stabs, des connaissances, moi je m'intéresse depuis longtemps et c'est des choses qui me bottent. J'avais suivi un gendarme qui préparait le GIGN. Et donc, je l'ai accompagné dans sa préparation spécifique pour le GIGN et tout s'est super bien passé, notamment en course à pied. Il était premier. Tu vois, tout allait bien dans la semaine. Je ne sais pas si tu as vu le reportage là pour passer le GIGN. Si tu pourras retrouver ça sur YouTube. Les Ouais, épreuves sont assez maboules quand même et c'est vraiment, tu vois, un truc qui m'a challengé moi aussi dans ma position qui était entre le prépa et la kiné, bien que je ne suis pas préparateur physique, d'accord, j'ai un master en STAPS, mais je suis kinésithérapeute. Et il m'a demandé de faire sa prépa, donc je l'ai fait. Ça s'est extrêmement bien passé. Il était premier en course à pied.
Et le dernier jour, sur un état de fatigue où il a quasiment pas dormi pendant 6 jours, 7 jours, la dernière après-midi, c'est combat, tu vois? Parce qu'en fait, l'idée, c'est de mettre les gens dans des conditions telles que, ils veulent les pousser au bout du bout et en fait, sur le combat de boxe, il était tellement au bout qu'il a pris un appui, le genou est parti, crack et lésion du croisé, tu vois? Donc il était extrêmement bien placé dans la semaine. C'était la deuxième fois, je crois, qu'il le tentait, et la première fois, moi, je l'avais rencontré parce qu'il s'était flingué. Il était sorti au bout du deuxième jour sur périostite, carabiné des 2 côtés, avec mal de partout et tout, parce qu'il n'était pas assez préparé en course à pied. Parce qu'en fait, la course à pied, c'est un moyen dans ces épreuves-là de sélection. Tu pars courir 4 heures en Rangers, si tu pas préparé en course à pied, ça tombe comme des mouches. Tu vois, tes tendons, tes Ouais. os, tout, tu vois, ça hop, ça écrème et on garde les plus solides et puis après on va les mettre dans des conditions extrêmement rudes, puis sur du combat. Et là donc tu vois, ça a été à la fois une anecdote assez chouette de pouvoir l'accompagner dans ce truc-là, et en même temps, tu vois, malheureusement une issue assez triste puisque, il a dû sortir sur blessure et donc il a pas été pris. Mais ça a été une très belle aventure, j'espère pour lui quand même et puis, pour moi aussi. Ok, ouais, bah, belle aventure. C'est dommage que ça se finisse comme ça, mais je pense que vous avez dû vivre quand même des moments pas trop mal parce que ça reste un concours quand même. Je sais pas si ça a le nom de concours, mais ça reste quand même quelque chose de très compliqué, quoi. Ouais, ouais, c'est extrêmement compliqué, surtout que tu as différents stages et à chaque stage, tu as une très faible proportion des gens qui intègrent le stage d'après et les gens qui se présentent sont déjà l'élite de l'armée, de la gendarmerie ou et cetera, quoi. Ouais. Donc tu Hmm. imagines le niveau, enfin, on est vraiment sur un niveau, hyper avancé, avec vraiment l'élite, de la nation, quoi. Donc c'est vrai que c'était, particulièrement intéressant. Est-ce que tu aurais un conseil à donner d'une part pour les professionnels de santé ou même pour les entraîneurs qui peuvent écouter et d'autre part pour les sportifs? Ouais, alors, pour les, coachs, entraîneurs, kinés et cetera, ce que j'ai envie de souligner aujourd'hui, c'est vraiment la vision globale des athlètes, de ne pas voir que leur performance, et que leur capacité quelque part physiologique, tu vois? La capacité à encaisser tel ou tel entraînement, les variables, les valeurs de fréquence cardiaque, le RPE, tu vois? Tous ces trucs-là. Mais vraiment de les voir dans leur globalité, de nouer des liens, plus forts, plus profonds, plus larges, d'avoir une plus grande compréhension de leur mode de vie, de leur sommeil, de leur entourage, de leur soutien familial, de leur support, tu vois? Familial et cetera. Ça va les faire rentrer, je pense, dans une nouvelle dimension, de compréhension de l'athlète et probablement une nouvelle dimension aussi dans l'atteinte des performances. Ça, je suis assez convaincu de ça et pour les sportifs, de bien s'écouter, de parfois prendre un temps de recul, tu vois? Faire quelques, respirations. J'aime bien la respiration en carré, je ne sais pas si tu connais? Où c'est, 4 secondes d'inspiration, bloquer en haut 4 secondes, souffler pendant 4 secondes et faire une pause en bas de 4 secondes avant de réinspirer et de faire ça pendant quelques minutes et d'essayer vraiment de s'introspecter, de regarder aujourd'hui, comment je me sens. Est-ce que je suis reposé? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que je suis stressé? Est-ce que je suis heureux? Comment je suis dans mon rapport à mon entraîneur, à mon kiné, à ma famille, et cetera? Et tu vois, se faire une petite introspection comme ça, qui te permet vraiment de faire le point et parfois aussi de te dire: «Putain, j'ai quand même de la chance, je suis en bonne santé, en ce moment je suis bien, je suis solide, je progresse», tu vois? Et de positiver là-dessus. Je trouve que cette pleine conscience de soi-même est vraiment un des atouts, chez les athlètes, de haut niveau, qui peut faire aussi une grosse, grosse différence versus quelqu'un qui se néglige sur cet aspect-là, qui ne s'écoute pas, qui, heu, qui met des cadavres au placard, qui veut pas les ouvrir, qui, veut pas régler des problèmes, tu vois, dans sa vie et cetera, qui veut pas changer d'entraîneur, qui veut pas, tu vois? Qui, il peut y avoir plein, plein de choses comme ça. Donc voilà, j'ai envie de te dire, prise en charge globale des athlètes par les coachs et les entraîneurs et les kinés et conscience de soi-même chez les athlètes. Ok, mais écoute, ce sont de très beaux mots. J'espère que ça va servir
aux auditeurs qui sont entraîneurs du coup aux sportifs. Je pense que c'est des conseils, des bons conseils qu'il faut s'efforcer d'appliquer. Je te laisse le mot de la fin, Flavio. Bah écoute, je sais pas trop quoi dire. Je te remercie, Yoann, en tout cas pour l'invitation. C'est très très chouette de partager ça avec une audience plutôt sport, plutôt stapsienne. J'espère que ça vous parlera. Moi, je suis passé par là et c'est vrai que ça a été mes meilleures années de STAPS, même si la première a été très dure, puisque moi j'ai fait STAPS pour intégrer kiné. Mais après, c'était quand même du bonheur, tous les cours et puis toute l'ambiance STAPS, c'est quand même chouette. Et puis moi, j'invite surtout les gens voilà, à plus collaborer, à plus échanger. Tu vois, souvent, on reste un petit peu dans notre coin en tant que kiné, en tant que prépa, en tant que coach. Contacter des gens, collaborer, parler, échanger, aller à des événements, des conférences, des webinaires, des trucs pour qu'on parle le même langage et qu'au final, ce soit les athlètes et les sportifs qui en bénéficient, quoi. Ok, bah écoute, merci à toi d'être intervenu sur le podcast. Merci pour les connaissances, les conseils que tu as transmis et pour les valeurs que tu as partagées, notamment celle de l'échange que j'apprécie beaucoup et c'est pour ça aussi que tu es là aujourd'hui. Donc merci à toi. Merci beaucoup, Yann. Pour les auditeurs qui souhaitent éventuellement retrouver ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, le mieux, c'est de me suivre sur Instagram. Je partage beaucoup de contenu, beaucoup de trucs, et puis je partage mon quotidien aussi avec des patients, des athlètes, des choses comme ça. Et puis sinon, s'ils ont envie d'aller plus loin sur toutes les thématiques que j'ai brossées, il y a bien entendu la clinique du coureur et l'agence EBP, qui sont les deux structures voilà, dans laquelle je contribue. Et je pense qu'il y a encore beaucoup plus de valeur que ce que j'ai pu partager aujourd'hui avec vraiment les références dans leur domaine. Donc voilà, je vous inviterai toutes et tous à découvrir l'agence EBP et la clinique du coureur. Ça marche. Bah, écoute, je mettrai les liens en description du podcast. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer non plus tous les sujets. On a parlé une bonne heure déjà. Oui. Donc, voilà, il y a déjà pas mal de choses qui ont pu ressortir. Écoute, je te remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine. Merci à toi et à très bientôt. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.